Bienvenue, bienvenue pour les personnes qui sont en présentiel. Merci de vous être déplacés et surtout bienvenue aussi aux personnes qui sont en distanciel parce qu'il paraît qu'il y a beaucoup de monde de connectés en distanciel. Alors, cette conférence d'automne est une conférence importante pour nous, comme vous le savez, hein. Chaque année, c'est après l'été, après la saison. Donc, on fait un petit peu le point. Alors, le marché est monté tellement haut, vous devez vous dire où il en est le marché, est-ce qu'il résiste, est-ce qu'il est malmené? Alors oui, il résiste et oui, il est malmené, mais je suis quand même un président satisfait et content de notre marché. Alors, cette conférence de presse, je vais l'animer avec différentes personnes, avec des petits nouveaux. Donc, c'est leur baptême du feu aujourd'hui. Donc, Laurent Montserrat, qui est administrateur et le trésorier de la fédération, avec Bruno Godinou, qui est également administrateur de la fédération. Et Gilles Mouchirou, que vous avez l'habitude de voir, n'est pas là aujourd'hui parce qu'il a un empêchement professionnel, mais il était très déçu de ne pas être là, donc j'espère que nos deux petits nouveaux seront de très bons remplaçants. Enfin, on y croit. Et bien sûr, il y aura aussi Joël Pulinx, notre délégué général que vous connaissez depuis de longues années. Il y aura Florence Rousseau-Monpont, la directrice du salon Piscine Global Europe, le premier salon de la piscine, le premier salon mondial de la piscine, puisque vous savez que la France est le premier marché en Europe en termes de construction de piscine et le second au monde. Donc on a le premier salon également qui se tient tous les 2 ans à Lyon. Et le dernier a été un succès, un très grand succès. Et on a la chance d'avoir parmi nous M. Stéphane Laudat, le maire de Canet-en-Roussillon, qui viendra nous apporter son témoignage en tant qu'élu sur comment il a vécu la saison avec les différentes problématiques qu'on a vécues dans les Pyrénées-Orientales. Donc merci M. Laudat d'avoir fait le déplacement. Je voulais également vous informer que la fédération, pour la première fois, sera présente au Salon des maires cette semaine. On a un stand pour recevoir l'ensemble des élus, pour pouvoir leur apporter les dernières technologies qu'il y a aussi en termes de piscine et également les bons gestes à avoir pour les utilisateurs de piscine. Cette conférence de presse, bien sûr, se terminera, vous le savez, par la remise tant attendue des trophées. Et cette année, les trophées sont magnifiques. Il y a eu de très très belles réalisations. Donc vous pourrez les voir en fin de conférence de presse. Ce que j'avais à vous dire aussi, c'est qu'on répondra à toutes vos questions après les trophées, qui sont les vitrines de la profession. Donc ça sera, on va tout enchaîner parce que si on fait une coupure et qu'après on rattaque les trophées, comme Arnaud d'Adocom, que je remercie pour la parfaite organisation, nous a dit attention, il faut respecter son temps de parole et ne pas le faire trop long. Donc je vais essayer d'avancer, Arnaud, c'est vrai, parce que peut-être je prends déjà du temps. Donc le programme va être très chargé. On va vous parler du marché, un marché qui est porteur malgré des difficultés qu'on a ressenties cette année. Mais après des croissances records, il ne fallait pas penser qu'on allait encore continuer à croître. Par contre, on a des chiffres positifs parce que les valeurs de référence, on est au-dessus de nos valeurs références. Et ça, c'est le plus important. On va continuer en tant que professionnel à travailler sur des piscines basse consommation. On a signé pour ça, je vous en reparlerai, une charte d'engagement pour économiser encore plus d'eau. Et je suis content aujourd'hui d'être sur Paris parce que j'ai vu ce que c'était la pluie, parce que j'avais un petit peu oublié en tant que sudiste, on va dire. Je savais plus, surtout dans les Pyrénées-Orientales, ce que c'était la pluie. Donc nous, ça nous a fait plaisir avec Laurent Montserrat, qui est également des Pyrénées-Orientales. On était très contents ce matin qu'il pleuve. Alors, on a eu un été sous tension, mais il faut quand même qu'on reste positif. Il faut se dire qu'il y a aussi une perte de pouvoir d'achat qui est importante. La situation de sécheresse inédite a eu un fort impact médiatique et négatif pour notre profession. À un moment donné, on a dit c'est peut-être notre profession, si on arrête de remplir les piscines, qui va sauver les problèmes de l'eau en France, parce qu'on parlait que des piscines. On nous a vraiment stigmatisé, on n'a pas compris. On n'a pas compris parce que depuis des années, on travaille pour montrer que la piscine est peu consommatrice en eau, que nos piscines ne fuient pas, que nos piscines sont de qualité et que les Français surtout, et on a refait un sondage encore au CSA, on va vous l'expliquer, sont demandeurs de piscine parce que c'est le bien-être en famille, c'est de bons moments dans son jardin et ça évite aussi des voyages, de l'impact carbone, ça évite beaucoup de choses et c'est aussi très bon de pouvoir se relaxer dans son bassin. Alors, pour terminer, je dirais, ne nous trompons pas de combat, n'arrêtons pas
avec ces arrêtés, en interdisant le remplissage des piscines ou des piscines hors sol, des effets d'annonce, vous verrez que le marché est quand même porteur et c'est très triste de se dire, tiens, on a signé une piscine, par contre, on ne va pas se baigner cette année. C'est pour ça que ça nous est tombé d'un coup sur la tête et je félicite les professionnels du secteur qui ont su réagir et on va vous démontrer que les chiffres sont très corrects et même très bons. Donc on reste très positif et très confiant pour l'année qui vient. Alors, je vais maintenant passer la parole à moi-même, si je ne me trompe pas, puisqu'on devait avoir Alexia Crossager de la société Aquatica, qui malheureusement a été hospitalisée d'urgence, donc elle n'a pas pu nous rejoindre. On voulait vous faire témoigner Alexia parce qu'elle est piscinière dans les Pyrénées-Orientales. Elle a une très grosse société de piscine sur ce département. Alors, on ne va pas remplacer Alexia, parce que déjà, on est moins charmant qu'Alexia. Mais Laurent Montserrat et moi-même vivons dans les Pyrénées-Orientales et on a nos sociétés dans les Pyrénées-Orientales. Donc, on va se permettre de parler en son nom et de vous dire quelques mots sur la situation de ce département. Donc, nous, quand l'arrêté sécheresse est arrivé dans ces Pyrénées-Orientales, on nous a dit, vous ne pouvez plus remplir les piscines du jour au lendemain et vous ne pouvez plus faire les appoints d'eau. Et surtout, il est interdit de vendre des piscines hors sol. Donc vous savez que les piscines hors sol vont aux ménages les plus modestes, vont aux primo-accédants. Souvent, c'est les premiers, on commence par une piscine hors sol. Et en plus, cette année, on a eu un été de canicule avec de fortes chaleurs. Donc c'est vrai que ça a été très difficile. Et avec Laurent, on s'est rencontré avec l'ensemble des professionnels du secteur, du 66, pour essayer de leur expliquer ce qu'il fallait faire, les bons gestes à avoir pour continuer à pouvoir travailler. Par contre, quand on a reçu des particuliers dans les magasins, ils nous ont dit, mais on peut remplir nos piscines, on peut encore se baigner, ou il vaut mieux rien faire, il vaut mieux pas l'ouvrir cette année. Donc beaucoup de piscines n'ont pas été ouvertes. Beaucoup de piscines sont restées fermées. Stéphane Lauda, monsieur le maire de Canet, nous en parlera tout à l'heure. Beaucoup de gens ont dit, non, on ne viendra pas dans les Pyrénées-Orientales si on n'a pas de piscine. Donc c'est vrai que cet impact négatif a été très difficile au début. Surtout que pour nous, c'était en pleine saison. Nous, on ne demandait pas d'aide par rapport à d'autres professions qui demandent beaucoup d'aide. Nous, on demandait juste à pouvoir travailler et à construire nos piscines parce que les carnets de commandes étaient pleins. Sachant que si vous construisez la piscine mais que vous ne la remplissez pas, ben la piscine, elle peut remonter. La piscine, elle peut avoir un dommage sur l'ouvrage. Donc là, ça devient très compliqué. Alors, en général, dans les Pyrénées-Orientales, on est entre moins 20 et moins 30% sur ce département en termes de construction de piscine, de construction et de chiffre d'affaires. Parce que qui dit on n'ouvre pas sa piscine, on ne va pas avoir besoin de consommables, on ne va pas utiliser le bassin, donc le bassin est à l'arrêt total. En plus, il y a d'autres phénomènes, et je vais peut-être après laisser parler un peu Laurent Montserrat, il y a d'autres phénomènes qui ont été très compliqués et qu'on a parlé aussi avec les autorités sur place. On a eu une prolifération des moustiques. Prolifération des moustiques parce que les bassins étaient bas, ne tournaient plus, puisqu'on ne pouvait pas faire les appoints d'eau. Donc c'est aussi très dangereux. Très dangereux, c'est pas agréable. Vous allez dire, bah, tiens, je viens en vacances dans les Pyrénées-Orientales, par contre, je vais me faire piquer par les moustiques. Et l'eau est verte. Donc tous ces effets, on n'y était pas préparé et ça a eu vraiment un impact difficile. Et on a essayé de vraiment expliquer qu'on avait un marché qui fonctionnait. On avait aux particuliers leur dire non, mais continuez il faut ouvrir votre piscine, n'ayez pas peur. Mais on a vraiment mis les gens dans une situation de crise et qu'on ne s'y attendait pas et on ne comprenait pas le pourquoi. Il y avait aussi un autre effet qui est très important dans les Pyrénées-Orientales, c'est qu'en ne faisant pas les appoints d'eau, ben, tous les systèmes de sécurité ne pouvaient pas marcher. Donc, kid d'un problème avec un enfant de moins de 5 ans qui tomberait dans le bassin, puisque les volets, les alarmes ne trempaient plus dans l'eau. Donc, tout ceci a fait qu'on a eu des discussions avec le préfet. Le préfet, on a trouvé quelques accords pour pouvoir travailler, mais ça a été très compliqué. Très compliqué, alors qu'on avait des commandes, alors qu'on a des commandes, qu'on est en train de les repousser, les faire maintenant. Et c'est dommage d'être autant stigmatisé, alors qu'on sait que de l'eau a été rejetée à la mer, on sait qu'on nous a dit attention, il n'y aura pas d'eau au robinet, mais quand on a vraiment creusé, on s'est aperçu que en fait de l'eau, on n'en manquerait pas. Donc la situation pour ce département, c'est vrai qu'on a été le centre du monde pendant quelques mois. Il n'y a pas que Dali qui l'a dit, là c'était vraiment pour le secteur des piscines. Laurent, je te laisse ajouter peut-être quelques mots. Oui, pour pas prolonger la discussion là-dessus, mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'acteurs. Alors nous avons des entreprises qui travaillent au niveau national, qui travaillent au niveau international, basées sur le département des Pyrénées-Orientales.
Mais nous avons d'autres activités sur l'ensemble du territoire. Les Pyrénées-Orientales ne sont qu'un département du territoire, même s'il a été médiatiquement très visé pour les raisons que l'on connaît de sécheresse. Ce qui nous a permis aussi de travailler en étroite collaboration avec les différents pouvoirs publics, que ce soit préfecture, Stéphane a évoqué, mais élus, différents maires de communes, qui aussi étaient sensibilisés par les différentes démarches et essayer de comprendre aussi les différents systèmes qui pouvaient être utilisés et qu'on avait à mettre à disposition de ces élus pour économiser l'eau, mais on en parlera sûrement un peu plus par la suite. Nous, ça a été vraiment une réelle expérience, parce que jusqu'à présent, on n'était pas confronté à ce type de problématique-là, hein, de vivre au travers des élus, des pouvoirs publics locaux. Donc, il a fallu beaucoup qu'on échange. On a apporté des solutions, comme j'évoquais tout à l'heure. Et ça a été très bénéfique. La préfecture des Pyrénées-Orientales nous l'a dit encore dernièrement, sur l'ensemble des décisions, parce qu'encore une fois, on le rappelle, c'est un débat commun. C'est un débat qui touche tout le monde. C'est dès que j'ouvre l'eau de mon robinet jusqu'à, effectivement, l'utilisation de l'eau. Et dans le département des Pyrénées-Orientales, sur cette année, nous allons économiser 30% d'eau. Ça veut dire que des solutions existent, des moyens existent. La piscine n'est pas forcément le seul moyen, et est un très faible moyen, parce qu'encore une fois, on a une très faible consommation d'eau. Vous le savez, on vous a donné les chiffres. Mais voilà, il y a un effort commun à faire. Il y a une éducation à avoir que nous n'avions pas jusqu'à présent. Et ça a été les sujets qu'on a eus avec les différents élus locaux. Et ça a été très profitable pour tout le monde à ce niveau-là. Pour être tout à fait précis sur les chiffres, on a 16 adhérents qui sont dans les Pyrénées-Orientales. Sur ces 16 adhérents, il y a une perte de chiffre d'affaires de plus 1,5 million d'euros. Il y a eu 76 chantiers de piscines qui ont été annulés, 92 piscines qui ont été reportées et on a procédé à plus de 30 licenciements dès le mois de septembre. Donc, vous voyez l'impact qu'il y a eu directement sur ce département avec cette période d'arrêté direct et on est toujours en arrêté à ce jour, période sécheresse sur les Pyrénées-Orientales. Donc voilà ce qu'on pouvait vous en dire. Je vais continuer en laissant la parole à Monsieur Laurent Montserrat qui va nous parler des chiffres du marché. Je reprends donc la parole. Les chiffres du marché, donc pour vous donner... Pardon. Je pense qu'il y a une erreur. Mais... J'ai fait une petite erreur. Après, c'était Monsieur Stéphane Laudat qui devrait prendre la parole. Excusez-moi, Monsieur Laurent Montserrat. Stéphane, tiens. Alors, Stéphane Laudat, maire de Canet en Roussillon. Pas le Canet, mais Canet en Roussillon. Merci Président, merci Mesdames et Messieurs les membres du bureau de la Fédération, Mesdames et Messieurs. Oui, on m'a demandé d'apporter mon témoignage sur l'impact des arrêtés par rapport donc à cette situation de sécheresse. Ce que j'aimerais rappeler, le contexte rapidement, depuis le début de l'année, les Pyrénées-Orientales ont connu moitié moins de précipitations qu'une année normale. En gros, on est passé de 500 mm par an à 200, 250. Des températures qui restent élevées. Hier matin, quand je suis parti de Perpignan, il faisait encore plus de 20 degrés, ce qui nous a fait un petit accident de décompression en arrivant. Et puis des nappes phréatiques qui, selon le territoire, et compte tenu de cette pluviométrie assez basse, qui peuvent présenter des signes d'alerte et donc des niveaux assez bas. Pour autant, Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales a pris des mesures via un arrêté de restriction et il a demandé, et je trouve que c'est une très bonne démarche, il a demandé à tout le monde de faire des efforts. Ça veut dire les particuliers d'abord, bien entendu, ensuite le monde agricole, les collectivités locales, l'ensemble des acteurs économiques et notamment, bien entendu, dans les PO, ça compte les acteurs du tourisme, et puis la Fédération des professionnels de la piscine à qui il a demandé d'étudier des pistes pour préparer l'avenir, parce que ce n'est pas un phénomène ponctuel. Compte tenu du réchauffement climatique, on peut s'attendre à ce que cela perdure. Le résultat, c'est 30% d'économies réalisées sur les volumes prélevés dans les nappes. Et puis, un résultat que l'on voit au quotidien dans nos mairies, des niveaux de forage qui remontent et qui aujourd'hui, par exemple sur Canet-en-Roussillon, sont à leur cote maximale, comme la partie nord du pays, enfin du département, notamment le littoral nord. Alors, la piscine, dans notre département, bien entendu, est importante. D'abord sur le plan touristique. Et d'ailleurs, si le préfet
a apporté une dérogation pour que les professionnels du tourisme puissent utiliser leur piscine, ce n'est pas pour rien. Quand il y a eu médiatiquement ce sujet sur le département des Pyrénées-Orientales, je peux vous dire que le téléphone de l'Office du tourisme n'arrêtait pas de sonner. Est-ce que si je vais dans tel hôtel, je pourrais avoir accès à la piscine? Est-ce que si je vais dans tel camping, je pourrais avoir accès à la piscine? Est-ce que dans telle résidence de tourisme, j'aurai accès à la piscine? Et même si on est à 200 mètres de la plage, la piscine est essentielle pour passer de bonnes vacances. Et d'ailleurs, on l'a très bien vu dans les chiffres, ça a été une très bonne saison pour le tourisme marchand, hôtellerie, camping, restauration. Par contre, dans les résidences de tourisme et résidences secondaires, on a connu un vrai fléchissement. Et quand on sait que dans un département comme les Pyrénées-Orientales, vous avez la moitié de l'activité touristique qui repose sur le secteur non marchand, ben, vous pouvez en conclure qu'effectivement, il y a eu quelques difficultés, en tous les cas une fréquentation qui a été moindre. Donc, c'est essentiel pour l'activité touristique que les gens qui veulent passer un bon séjour puissent avoir accès à la piscine. Ensuite, vous avez les personnes, bien sûr les résidents, hein, les habitants du département, qui souhaitent pouvoir utiliser leur piscine. Quand on fait le bilan, ben, on s'aperçoit que la piscine dans les PO, c'est 0,6% de la consommation totale. 0,6% de 80 millions de mètres cubes qui sont consommés dans les PO, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Et quand on fait un petit calcul, moi je l'ai fait à titre personnel parce que je suis très sensibilisé sur le sujet. Vous savez, avec mon épouse, on a mis une bassine dans la salle de bain, sous la douche, pour recueillir la première eau, qui n'est pas chaude, hein, la première eau de la douche. Et puis on a fait la même chose, comme le faisaient nos grands-parents, une bassine dans l'évier de la cuisine. Bon, on s'aperçoit qu'au quotidien, nous sommes 3 à la maison, hein, au quotidien, nous collectons 20 litres d'eau. Voilà, 20 litres d'eau. Ben, quand on regarde ce que consomme, puisque j'ai également une piscine, ce que consomme ma piscine, c'est 200 litres tous les 15 jours. Donc je fais plus d'économies avec mes bassines en faisant attention à la piscine, ou en tous les cas, même en interdisant par exemple l'accès à la piscine. Donc ça veut dire que bon, il faut relativiser à la fois l'effet de l'économie recherchée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire et qu'il ne faut pas trouver des solutions, puisque c'est un effort collectif, mais il faut relativiser tout de même l'impact. Et je pense que quand on voit justement les conséquences sur l'activité touristique, ben, il faut se dire que cela a un intérêt que de pouvoir utiliser les piscines. J'ai rencontré des personnes dans une résidence de tourisme et ils me disaient, mais vous savez, monsieur le maire, notre piscine est fermée puisque nous respectons l'arrêté préfectoral. Par contre, on va prendre 3 douches dans la journée. Ben oui, il fait 35 degrés, voire 40 degrés. Ben on a besoin de se rafraîchir, donc plusieurs douches par jour. Là aussi, peut-être que, en fin de compte, en cherchant un objectif, en cherchant un résultat, ben on arrive à un résultat inverse parce que le comportement de tout à chacun dans sa vie quotidienne fait que, effectivement, on consomme plus d'eau que l'on devrait. Ensuite, je voudrais aussi vous livrer ce témoignage parce qu'on dit souvent que bon, la piscine, quelque part, c'est un signe extérieur de richesse. Bon. Moi, je vous invite un jour à m'accompagner dans une résidence sociale qui est composée de villas HLM. Dans ces villas, vous avez des piscines hors sol, tout simplement parce que ce sont des familles qui habitent ces villas, que ces familles ne partent pas en vacances. Il y a 3 enfants et dans la journée, ben, c'est quand même beaucoup plus facile d'organiser des activités autour de ce point d'eau quand il fait très chaud, plutôt que de se déplacer ou même d'envisager de ne rien avoir. Voilà. Donc tout ça pour sortir aussi de cette idée que la piscine, c'est pour les riches. Non, la piscine, c'est vraiment démocratisé et aujourd'hui, tout le monde l'utilise. En tous les cas, ceux qui ont un espace extérieur peuvent très facilement en acheter et donc les utiliser. Donc voilà, ce que je voulais vous livrer comme témoignage, vous dire que Canet et la piscine
Et la natation, de manière générale, c'est une histoire d'amour, hein. C'est pour la ville plusieurs bassins. C'est notamment un bassin olympique et un des meilleurs clubs de natation de France. Et c'est un centre de préparation olympique, puisqu'on va accueillir très bientôt plusieurs équipes internationales qui viendront sur la ville pour se préparer. Et vous dire que la piscine fait partie, c'est vraiment ça qu'il faut retenir, hein. C'est un levier économique important, et quand vous êtes dans un département transfrontalier, que vous avez l'Espagne, la Costa Brava à côté, qui connaît les mêmes difficultés, mais qui n'a jamais envisagé de mettre en place des restrictions sur les piscines, vous vous retrouvez avec une concurrence où les gens, les touristes, vont préférer aller en Espagne plutôt que de rester en France. Donc, c'est un sujet important, et je compte sur la fédération. On travaille ensemble pour trouver des pistes d'économie et que la piscine soit encore plus vertueuse, qu'elle soit collective ou qu'elle soit individuelle. Merci à tous. Merci, monsieur le maire. Donc, cette fois-ci, après ce beau témoignage de monsieur le maire de Canet-en-Roussillon, je vais bien passer la parole à monsieur Laurent Montserrat, trésorier de la fédération, qui va nous parler des chiffres du marché. Merci. Le marché de la piscine, après ces témoignages, merci encore monsieur le maire, parce que je pense que ce sont des témoignages très importants de la vie locale d'une commune. Les chiffres autour de nos métiers. Stéphane l'a évoqué tout à l'heure en préambule. Nous avons un métier, alors nous sommes dans un contexte conjoncturel, hein, encore une fois, inflationniste, de sécheresse en plus, hein, dans certains départements, avec une couverture médiatique qu'il y a eu autour de ce débat-là aussi de sécheresse, qui nous amène à des chiffres d'affaires autour de la piscine de l'ordre de moins 15% cette année, en 2023. Moins 15% de chiffre d'affaires sur 2023. Comme vous le voyez sur la présentation, si on revient sur des formats, encore une fois, on l'a évoqué, hein, je vais passer sur les chiffres de 2020, 2021, les années pandémiques, où les gens ne pouvaient pas se déplacer, pas voyager. On revient sur le même débat, qui voulait un point d'ancrage, de plaisir chez soi et pouvoir aussi se rafraîchir. Voilà, on est sur un plus 8,6%. On est à plus 8,6% par rapport à 2019. Donc, ce qui dénote bien, effectivement, encore une fois, un marché qui reste dynamique, dans un contexte, encore une fois, conjoncturel, un peu plus compliqué que ce qu'on a pu connaître précédemment dans beaucoup de secteurs d'activité, hein, pas uniquement que la piscine, bien entendu, voilà, et qui reste, donc, encore une fois, qui donne bien l'importance qu'ont les Français et l'attachement qu'ont les Français autour de la piscine. Ça reste un secteur encore dynamique. Ceci ressort de 6 années, encore une fois, si on étale un peu plus les chiffres d'affaires, de 6 années de hausse ininterrompue et de hausse record, liées à différents domaines d'intérêt qu'on peut avoir les Français. Donc, encore une fois, quand on vient aujourd'hui avec ce plus 8,6% de chiffre d'affaires par rapport à 2019, on se rend bien compte qu'il y a encore de la dynamique, il y a encore de l'intérêt autour du produit, et il y a encore des choses à faire. Si on s'arrête sur le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de 2023, pour donner un dernier chiffre, voilà, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, on est à moins 11 sur le chiffre d'affaires ressenti, à moins 11,5% sur les piscines construites. Tout ceci étant corrélé aussi avec la vente de matériel d'équipement qui va autour des piscines. On le voit un peu plus sur le bas du slide, de l'ordre de moins 16%. Voilà, on ne peut pas vous abrutir complètement les chiffres, mais pour donner la tendance globale de ce qui s'est passé sur le marché en termes de chiffres autour de la piscine. Alors, ces chiffres d'affaires aussi, on l'a vu, et par rapport aux éléments de sécheresse, aux éléments d'inquiétude des consommateurs, on voit deux moyens de protection, qu'elles soient d'économie d'eau, de sécurité ou autre, on va le détailler par la suite, qui ressortent cette année, qui sont les abris et les couvertures de piscine. On note bien effectivement que les professionnels, indépendamment des chiffres que l'on peut voir ici, ont bien insisté sur comment aussi économiser de l'eau, limiter l'évaporation d'eau, mais aussi le consommateur final qui a été bien conscient qu'à un moment donné, on a tous besoin de trouver des solutions autour de ces économies. Alors ça se traduit
ces chiffres, notamment autour des abris dans un premier temps, par 16 762 nouveaux abris installés cette année. C'est une très, très, très bonne nouvelle pour nous. Ça veut dire qu'encore une fois, le marché dynamique et le marché se responsabilisent aussi autour des économies d'eau et de l'évaporation. Alors, ce qui ressort aussi, donc c'est un marché à plus 8,7%. C'est un marché de proximité, de fabricants de proximité. Cocorico aussi quand même, le Made in France. On a 8 fabricants sur 10 d'abris aujourd'hui qui sont sur le territoire français. On cherche à favoriser l'industrie française, on cherche à la développer. Dans le monde de la piscine, nous avons des acteurs qui sont influents, performants, et on le voit au travers des abris de piscine. On recense 32 fabricants d'abris de piscine sur le territoire français. Et donc c'est vrai que ce soit sur la partie industrielle, mais aussi quand on parle de plus en plus d'empreinte carbone, et on pourrait en discuter longuement, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais l'empreinte carbone, on a des produits qui n'ont pas besoin de traverser l'ensemble de la Terre pour être fabriqués et construits à proximité des piscines qui se font. En plus des chiffres que je viens d'évoquer, il y a ce qu'on peut retrouver comme bienfait grâce aux abris. On l'a évoqué, c'est la limitation de l'évaporation d'eau. On sait qu'une piscine couverte, et on vous le redira par la suite, une piscine couverte va limiter l'évaporation. Pour certains éléments, on le retraduira jusqu'à 95% d'évaporation d'eau. C'est un des éléments importants pour, encore une fois, économiser l'eau, mais aussi maintenir la température, éviter peut-être de chauffer par d'autres types d'éléments, favoriser la baignade, prolonger la saison, faire en sorte que la piscine devienne aussi une pièce à part entière au sein de la maison. La piscine, l'environnement autour de la piscine, c'est une pièce à vivre aujourd'hui autour de la maison. Et l'abri, effectivement, il contribue en développant des espaces supplémentaires. Bon, et tous ces abris correspondent aussi à des éléments de sécurité, puisque vous savez qu'en France, il y a une norme qui existe autour des éléments de sécurité, des dispositifs de sécurité. Donc c'est une obligation et l'abri y contribue. Donc une belle année pour nos abriteurs, pour nos constructeurs abriteurs, mais aussi pour les couvertures de piscine. Donc je l'évoquais tout à l'heure, on l'a dit, 2 éléments qui contribuent à la protection de la piscine, mais aussi à la protection des économies d'eau. Et on le voit avec les couvertures. 9 possesseurs de piscine sur 10, aujourd'hui, utilisent une couverture. Alors, quelle qu'elle soit. Donc, c'est 88% des propriétaires de piscine enterrés. Alors, une couverture, on a tout type de budget. On va de la couverture, dite couverture à bulles, très abordable, jusqu'au fond mobile, couverture de piscine et autres. Donc on le précise dans les éléments. La couverture bâche 64%, les volets roulants automatiques, ou considérés comme volets roulants automatiques, 24%. Voilà. Donc 9 piscines sur 10, il y a l'élément de protection, de sécurité qui influe sur ces quantités, mais aussi, on le voit, la prise de conscience de beaucoup de consommateurs et la proposition que font nos professionnels pour pouvoir mieux équiper les bassins et faire en sorte, encore une fois, d'être dans une dynamique d'économie d'eau. Alors les différents usages, on peut l'évoquer à nouveau, vous l'avez c'est présenté, que ce soit le maintien de la température d'eau, encore une fois, pour éviter d'enclencher la pompe à chaleur trop souvent, la préservation de la propreté, donc maintenir l'eau, c'est un sujet. De plus en plus, vous allez entendre dans nos directives, nous cherchons et nous essayons, alors d'éduquer, c'est peut-être un terme un peu fort, mais au moins d'informer le consommateur final de ne plus vider les piscines. Il n'y a plus de sujet. Aujourd'hui, il ne faut plus vider les piscines, il faut continuer à les entretenir, il faut continuer à les alimenter. Donc ça aussi, ce type d'élément, il contribue considérablement. La limitation de l'évaporation, j'évoquais tout à l'heure 95%, mais c'est important. Et la sécurité, bien sûr. On est toujours aussi, quand on parle de ces éléments-là, on ne le dit peut-être jamais assez, mais dans un marché qui cherche toujours à progresser et l'innovation. Ça peut paraître facile à dire comme ça, mais au sein de la fédération et au travers de nos 1500 adhérents impliqués au sein de cette fédération, nous sommes toujours aussi à la recherche d'éléments nouveaux, d'éléments qui permettraient, encore une fois, d'économiser que ce soit l'énergie. Depuis des années, nous travaillons sur l'énergie. On travaille maintenant sur l'eau, puisqu'on s'est aperçu que cette année, que l'eau, la gestion de l'eau, c'est un sujet. Jusqu'à présent, personne ne s'inquiétait de savoir si j'avais de l'eau au robinet. Donc,
tous ces sujets-là, ce sont des sujets que la fédération avait appréhendés déjà depuis un certain temps et sur lesquels on agit. Quand je parle d'innovation, une couverture aussi aujourd'hui peut être une couverture de piscine solaire qui permet de maintenir l'eau, de chauffer l'eau, de prolonger la baignade et de profiter plus longuement de sa piscine en économisant de l'énergie. Alors ça, c'est au niveau des produits, du marché, des chiffres que l'on peut ressortir. Après, nous avons mené une étude avec le CSA. Ça nous semblait important cette année de la mener suite à tout ce que nous avons pu vivre au niveau couverture médiatique autour des piscines et la violence qu'il y avait pu avoir un peu autour des piscines en termes de sujets. Donc avec le CSA, on a recentré une étude. On le voit, 23% des Français ont une piscine aujourd'hui. Alors, encore une fois, c'est facile peut-être pour nous de le dire, mais c'est ancré dans les Français. Les Français veulent avoir l'art de vivre chez eux. Alors que ce soit pour les piscines ou d'autres choses, que ce soit des espaces, le barbecue, tout ce que vous voulez, je ne vais pas faire la promotion d'autres produits, mais le Français veut accéder à la propriété, veut accéder à une propriété avec du terrain et pouvoir effectivement profiter de son extérieur et l'aménager. 23% en possèdent. 30% des personnes qui ont un terrain piscinable souhaitent, 4 sur 10 souhaitent pouvoir construire une piscine sur ces terrains-là. Donc on voit que la demande est encore très forte. J'occulte de mon discours, ce qu'on a dit précédemment, le contexte conjoncturel, mais aujourd'hui, dans l'esprit du Français, et encore une fois, par rapport au contexte international et géopolitique qu'on peut connaître, l'ensemble des Français, on le voit, veulent à nouveau peut-être, et encore et toujours, être chez eux, profiter de leur domicile et peut-être un peu moins partir. Alors, je rebondis un peu sur tout ce qu'on a dit. L'envie de piscine, du coup, la conclusion de cette étude, c'est qu'on voit que l'envie de piscine est plus forte que la menace de restriction d'eau. Cette menace de restriction d'eau ne va pas nous empêcher, monsieur le maire de Canet-en-Roussillon nous l'a dit tout à l'heure, de trouver des solutions, et je voulais évoquer rapidement, mais là je ne fais que l'état des chiffres, des solutions qu'on peut trouver pour économiser l'eau sur la faible consommation d'eau que peut avoir une piscine au niveau annuel. Donc, sur 71% des Français, encore une fois, qui ont un jardin, confient effectivement qu'ils souhaitent effectivement aller vers l'acquisition d'une piscine, et pour des raisons diverses. Nous l'avions évoqué lors de la précédente conférence de presse, mais ça se confirme au sein de l'étude. C'est des choses que nous pouvons supposer, mais il était pour nous important et à charge d'avoir des éléments avérés et issus d'enquêtes par des organismes aussi sérieux que le CSA. Voilà, donc encore une fois, que ce soit des éléments émotionnels, c'est-à-dire la convivialité, le partage, le vivre en famille, recevoir les amis. C'est important pour nous, Français, on est très attachés à ce type d'approche, que ce soit au niveau sensoriel aussi, le côté chaleur, pouvoir se rafraîchir, baignade, on a différents sujets autour de cela, mais, et on s'en aperçoit aussi, c'est important, de manière plus rationnelle et plus terre-à-terre, le fait d'avoir une piscine dans son bien, pour pouvoir effectivement valoriser son bien financier. On s'aperçoit aujourd'hui, et on le sait, que dans les études, lorsqu'on a une piscine sur un bien immobilier, on a beaucoup plus de chances de la vendre ou de la valoriser que si on n'en a pas. Voilà les études qui en ressortent. Alors, pour conclure rapidement, malgré tous ces effets conjoncturels, inflationnistes, sécheresse, couverture médiatique, j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a eu autour de la piscine, on a quand même, on le voit, et c'est confirmé, les Français veulent pouvoir avoir une piscine, veulent accéder à la piscine, veulent avoir du bien-être autour de chez eux. Et ça, c'est important et c'est confirmé aujourd'hui. Voilà. Merci pour votre attention. Merci Laurent pour la présentation donc, de ces chiffres après la saison. Donc on voit que notre marché malgré tout se maintient. Alors c'est difficile, on parle beaucoup d'économie d'eau parce que ça a été le sujet tout cet été. Et c'est vrai que quand on voit toute l'eau qu'il y a maintenant sur le nord de la France, on se dit on est peut-être en décalage, mais non, au contraire, on va encore vous présenter, on est allé plus loin et on va encore aller plus loin pour bien montrer que les piscines sont peu consommatrices d'eau. On a travaillé sur un calculateur que va vous présenter Joël pour bien savoir ce que consomment nos piscines, pour bien savoir est-ce qu'on consomme beaucoup, est-ce qu'on ne consomme pas beaucoup, est-ce qu'on avance,
comment on l'avance et pourquoi on l'avance. Donc ça, c'est quelque chose d'important, mais vous l'aurez compris, le secteur s'est fortement mobilisé. Par contre, sans eau, il n'y a pas de piscine. Donc malgré qu'on consomme peu d'eau, il nous faut quand même un peu d'eau à l'intérieur de nos piscines, même si elles sont petites. Donc je vais maintenant laisser la parole à Joël. Merci Stéphane, bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints à la fois en visio et en présentiel aujourd'hui. Alors la fédération, comme l'a dit Stéphane, les préoccupations environnementales, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On n'a pas attendu la sécheresse pour s'en préoccuper puisque notre commission développement durable date de 2006. Et à l'époque, on avait déjà mis en place un calculateur d'impact carbone de l'exploitation de la piscine. Donc vous voyez que ce sont des questions qu'on travaille depuis très longtemps au sein de notre fédération. Plus récemment, on a accéléré ce mouvement par notamment le recrutement de Michael, qui est parmi nous aujourd'hui et qui nous a développé ce calculateur des usages de l'eau au sein de la piscine. Alors pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, on se disait une piscine, ça utilise en moyenne 15 mètres cubes par an. On avait des habitudes de vider un tiers du bassin en hiver. On avait également des piscines qui étaient autrefois plus grandes, puisque le remplissage initial d'une piscine dans les années 90, c'était 73 mètres cubes. Aujourd'hui, on est sur une moyenne de 39 mètres cubes. Une piscine qu'on va construire aujourd'hui, elle va être beaucoup plus petite et beaucoup moins profonde. Donc ça, c'est important. À l'époque, également, on avait des piscines qui n'étaient pas toutes couvertes. Et on voit aujourd'hui que le parc de piscine, il y a 88% du parc de piscine qui est avec une couverture. On a également 15% qui sont couverts d'un abri, parfois qui ont les deux. C'est pour ça qu'on a des chiffres qui se cumulent parfois sur la même piscine. Et puis, on n'avait jamais traité non plus, finalement, dans nos calculs précédents, la question de l'eau entrante. Et on s'est rendu compte qu'avec ce calculateur, cette question de l'eau entrante, c'est-à-dire de la pluviométrie, est quand même très importante. Parce que selon les régions dans lesquelles on se situe, on a parfois des piscines qui, ça peut paraître paradoxal, mais sont obligées de vider de l'eau plutôt qu'elles n'en utilisent. Ça arrive effectivement, et moi je m'étais posé cette question en me disant on a 15 mètres cubes, mais bon, sans parler d'un cas personnel, je sais qu'il y a des piscines avec des compteurs d'eau qui utilisent entre 1 et 2 mètres cubes par an. C'est ça la réalité de la piscine aujourd'hui. La piscine familiale, elle est capable d'utiliser 1 ou 2 mètres cubes par an. Donc on s'est dit, il faut vraiment qu'on approche des chiffres de plus en plus précis pour déterminer quelle est la réalité des usages de l'eau en France. Et même si on était, encore une fois, sur une réalité très basse, puisqu'on était sur une moyenne à 15 mètres cubes par piscine et à 0,15% des usages de l'eau au plan national. Ce calculateur, qu'est-ce qu'il nous a révélé ? D'abord, on a travaillé sur une quinzaine de paramètres, c'est-à-dire que pour déterminer la consommation d'eau d'une piscine, on a pris en compte évidemment sa taille, son implantation géographique. Et vous allez voir que l'implantation géographique a une importance. Pourquoi ? Parce que dans l'implantation géographique, on a deux paramètres essentiels. On a la pluviométrie, on a également le taux d'évaporation en fonction de l'ensoleillement. Donc ça, ce sont des paramètres qu'on a pris en compte. Évidemment, les équipements de la piscine, également la façon d'utiliser le bassin, le nombre de jours de baignade et le nombre de baigneurs. Ce qui veut dire que dans ce calculateur, on intègre en même temps les équipements de la piscine, l'environnement de la piscine et l'utilisateur de la piscine. Ce qui est très important pour nous, parce que vous allez voir, on va vous en parler tout à l'heure, on a déjà beaucoup travaillé et on va encore beaucoup travailler sur les usages du bassin par le consommateur final. Les prochaines étapes en ce qui concerne effectivement ce calculateur, ça va être de le finaliser, mais là on sait qu'il est quasiment prêt parce qu'on a eu aussi des éléments pour pouvoir travailler ce calculateur. On ne s'est pas contenté de rester en France. C'est-à-dire que la France fait partie d'une association internationale qui s'appelle la WAPSA. On a échangé, parce qu'on préside en France le groupe de travail sur justement les questions environnementales au niveau international. Et on a échangé nos bonnes pratiques. On a échangé nos tests en laboratoire et notamment on s'est basé sur une étude américaine très intéressante sur l'évaporation dans les piscines. Ils ont été capables de mettre sur
sur le même plateau 14 piscines dans des conditions différentes pour calculer leur évaporation. Et grâce à ces études qu'on a récupérées dans d'autres pays, on a pu finaliser totalement nos questions d'évaporation de l'eau qu'on avait déjà bien travaillé au niveau européen dans une norme européenne. Donc vous voyez que toutes ces questions-là, ce n'est pas des questions où on arrive du jour au lendemain pour les traiter. C'est vraiment un travail de fond qu'on a réalisé depuis des années. Donc cet outil qui sera également validé par un bureau d'études indépendant, parce qu'on souhaite aussi qu'il y ait une imprimature externe à notre fédération pour être certain que ça fonctionnera très bien. On l'a déjà fait travailler au regard de certaines piscines qui avaient des compteurs d'eau et on a vu qu'on était très proche de la réalité. Ça, c'était important aussi. On va faire installer aussi une centaine de compteurs d'eau sur une centaine de piscines pour valider encore plus loin notre calculateur. Et puis, ce qu'on souhaite, c'est que cet outil, finalement, aide le grand public à finalement voir quel est son usage de sa propre piscine, quel type de piscine il va utiliser. Et à terme, on souhaite développer un calculateur plus simple, le mettre à disposition du grand public sur notre site internet pour l'année prochaine, de façon à ce que soit un possesseur de piscine, soit un futur possesseur de piscine puisse rentrer quelques paramètres simples, mais les plus importants, pour savoir, en fonction de son comportement, de son équipement et de son usage, combien d'eau il va utiliser ou combien d'eau il utilise et combien il va pouvoir économiser. Donc ça, c'est important, il fera son autodiagnostic et il pourra faire ses choix. Ensuite, justement, qu'est-ce que nous révèle ce calculateur? Donc on a effectivement regardé un peu plus près et c'était important pour nous de vous faire passer ce message. On a pris finalement une piscine familiale moyenne de 4/8, la piscine de Monsieur Tout-le-Monde. Et on estimait autrefois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que cette piscine utilisait en moyenne 15 mètres cubes par an. Eh bien, ce n'est pas la réalité du tout. La réalité avec le calculateur, c'est que cette piscine, elle en utilise 2 fois moins. C'est-à-dire en moyenne 7 mètres cubes. Avec des piscines, évidemment, qui en utilisent beaucoup moins, comme je vous le disais. Il y en a qui n'en utilisent pas du tout parce qu'il y a de la pluviométrie. D'autres qui vont utiliser 1 ou 2 mètres cubes et d'autres qui vont en utiliser un peu plus selon les régions et selon, souvent, le comportement de l'utilisateur. On va le voir dans le slide juste après. Ce qui est important, c'est qu'autrefois, les recommandations de la profession, on disait, finalement, si vous voulez être tranquille avec les produits, etc., vous videz 1/3 votre piscine par an en hiver. Mais à l'époque, finalement, on avait moins de problèmes d'eau qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, avec la sécheresse et avec les progrès également des équipements et des produits, on sait qu'on n'a pas besoin de vider 1/3 de sa piscine en hiver. Et donc, on va conserver cette eau. Autrefois, sur une piscine de 45 mètres cubes, si on dit on vide 1/3 du bassin, dans ce cas-là, on va vider 15 mètres cubes par an. Et ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Et aujourd'hui, on recommande dans tous nos documents, et les professionnels donnent bien le conseil aux consommateurs, de conserver son eau. Ce qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est que le principe même de la piscine, c'est de conserver son eau pendant des années. Et ça, on ne le sait pas. Et parfois, des anciens possesseurs de piscines dans les années 90 avaient pris une très mauvaise habitude qui était de vider l'eau du bassin. Non, une piscine, ça recycle l'eau pendant des années. Parfois 10 ans, parfois 15 ans. Ça dépend des produits qu'on va utiliser et comment est-ce qu'on va bien traiter sa piscine. Mais l'eau, on la conserve pendant des années. On n'a aucune raison de la retirer. Et notamment, en présence de couverture, désormais sur 88% du parc, on va économiser entre 50 à 95% de l'évaporation. Donc, on vous a mis un exemple de la piscine de Monsieur Tout-le-Monde, une 8/4, avec une profondeur moyenne de 1,35 m. Et comme ça, vous allez voir un petit peu tous les éléments qu'on va pouvoir comparer. Donc cette piscine, elle a un filtre à cartouche, elle a une couverture, elle a un système de chauffage. Donc le propriétaire hiverne mais sans baisser le niveau d'eau. Il n'a pourtant pas de domotique, donc elle n'est pas totalement automatisée. Il n'y a pas de système de récupération de l'eau de pluie, pour autant, même si évidemment il y a de la pluie qui tombe dans le bassin naturellement quand même. Mais on ne réutilise pas non plus l'eau du trop-plein. Donc on ne stocke pas l'eau pour la réintroduire dans le bassin. Donc on a encore des progrès à faire, même sur cette piscine-là. Et on utilise sa piscine entre 80 et 100 jours d'utilisation, puisque la saison des baignades en moyenne nationale, c'est du 1er mai à peu près au 30 septembre. Et on considère que ce bassin, il est découvert 6 heures par jour, ce qui est déjà quand même beaucoup. Et on a 4 baigneurs en moyenne dans ce bassin. Selon l'eau, selon la zone géographique dans laquelle va être situé ce bassin, sur une année d'utilisation, donc sur une saison de baignade, si cette piscine est à Bordeaux, elle va utiliser 1,26 m3 par an. Vous voyez, c'est très très peu. À Toulouse, elle va utiliser 3,40 m3 par an.
Et à Aix-en-Provence, elle va utiliser 7,39 mètres cubes par an, parce qu'à Aix-en-Provence, il y a plus d'ensoleillement, il y a moins de pluviométrie, et de ce fait, évidemment, il va y avoir plus de remplacement d'eau nécessaire durant l'année. Et l'impact de la couverture sur le bassin, il est phénoménal. Nous, on le savait parce que quand on a travaillé sur la norme environnementale au niveau européen, on s'était aperçu de ça, puisqu'on s'était dit que dans nos classements de piscines A, B, C, D, E, F, si on mettait une couverture sur l'ensemble des piscines et qu'on prenait cette couverture en compte, toutes les piscines étaient classées A. Sur l'impact environnemental, tellement cet impact de la couverture est important. Donc, la même piscine, si elle n'a pas de couverture, elle va utiliser 36 mètres cubes par an. Avec une couverture qu'on va laisser ouverte 12 heures par jour, c'est-à-dire le propriétaire qui va l'ouvrir le matin, qui va la refermer que le soir et qui va la fermer que la nuit, il va utiliser 8,26 mètres cubes versus 3,40. On est à Toulouse. Et sur une couverture ouverte simplement 4 heures par jour, on va utiliser 1,78 mètres cubes par an. Donc vous voyez que ce calculateur est extrêmement précieux, à la fois pour voir l'impact des équipements et également pour voir l'impact de l'utilisateur lui-même. C'est-à-dire que le message qui est important à faire passer, c'est « je me baigne, je referme la piscine ». Et ça, c'est super important. C'est d'autant plus important quand on a de jeunes enfants, puisque cette couverture, elle concourt aussi, évidemment, à la sécurité des enfants. Donc, si on fait un petit résumé au plan national, donc on a refait nos calculs au plan national. Donc, sur les nouvelles piscines, on utilise toujours 0,02% des usages de l'eau, puisque sur les nouvelles piscines, le calculateur ne nous apprend rien de particulier, puisque le remplissage initial, c'est le remplissage initial. Donc, c'est nos 39 mètres cubes par an et par piscine enterrée. Mais en revanche, sur l'utilisation annuelle des bassins, on voit qu'on est descendu à 0,06% de l'utilisation nationale. Donc l'ensemble du parc de piscines en France, nos 3,4 millions de piscines privées en France, n'utilisent que 0,06% des usages de l'eau en France. Donc une réduction drastique des usages de l'eau, parce que tout le monde fait de mieux en mieux dans tous les domaines, parce qu'on fait aussi forcément confiance aux consommateurs. On a vu que par ailleurs, quand on dit aux Français qu'il faut économiser l'énergie, rien que par leur comportement, ils ont été capables de faire mieux. Nous, on parie aussi sur le côté civique et sur le côté individuel de la population française qui sera capable de faire encore beaucoup mieux sur un chiffre qui est déjà très bas. Donc des piscines plus petites, des équipements et des innovations, les couvertures, les abris, les techniques de filtration plus efficientes. Et si on compare la piscine qui fait 7 mètres cubes par rapport à l'usage d'une famille, une famille c'est 150 mètres cubes à l'année, et un robinet qui fuit c'est 35 mètres cubes. Donc on voit que la piscine a un usage de l'eau qui est ultra raisonnable, et notamment si on met en face l'apprentissage précoce de la natation, le sport à domicile, le bien-être des seniors, le bien-être à tous les âges de la vie. Évidemment qu'on se rend compte que l'équation elle est assez facile à résoudre finalement. On a tout intérêt à laisser remplir les bassins, d'autant qu'une fois encore, on conserve cette eau pendant des années. Merci beaucoup Joël. Je vais maintenant passer la parole à Bruno Godinou. Merci, bonjour à tous. Merci Joël. Je crois qu'on est un peu pris par le timing, donc je vais faire vite. Et dans la mesure où de toute façon ce que je vais vous évoquer a déjà été pas mal évoqué auparavant, on va reparler très rapidement donc, des équipements déterminants dans la consommation d'eau de la piscine, avec un élément qu'on mettra en avant, s'il ne faut pas l'oublier, bien sûr, c'est la couverture, donc que ce soit une couverture ou l'abri. On va dire à l'instar de la casserole sur laquelle on va mettre un couvercle pour éviter l'évaporation, la couverture c'est vraiment l'élément essentiel. S'il va leur tenir un, ce serait celui-là. On voit qu'on a effectivement entre couverture, abri, les différents dispositifs, des économies d'évaporation, enfin une réduction de l'évaporation qui va de 50 à 95%, c'est considérable. Il y a une partie qui est importante aussi dans la piscine et pour un bon traitement de l'eau, pour une bonne qualité de l'eau, c'est la filtration. La filtration contribue à 80% à la bonne qualité de l'eau. Aujourd'hui, nous avons depuis des années aussi optimisé nos systèmes de filtration. Bien entendu, la cartouche, la poche filtrante sont des systèmes qui utilisent très peu d'eau. Il n'y a pas de contre-lavage. Mais il faut aussi noter que sur la partie filtration média filtrant, on a considérablement aussi réduit les consommations d'eau.
avec en fait une utilisation beaucoup plus fine, avec des lavages de filtres beaucoup plus espacés, parce que justement l'eau est mieux traitée, et la mise en place de systèmes de récupération et de traitement des eaux de contre-lavage. C'est-à-dire que maintenant, nous avons des systèmes qui nous permettent, suite à un lavage, de retraiter cette eau-là pour pouvoir après la réinjecter dans le bassin. Les systèmes de récupération d'eau qui commencent à se développer, notamment lors des constructions de nouveaux bassins. Vous aurez tout à l'heure d'ailleurs l'occasion, à l'occasion des trophées, vous verrez dans la catégorie piscine respectueuse de l'environnement, vous en verrez un exemple. Donc c'est quelque chose que les professionnels commencent à proposer quasiment systématiquement maintenant, pour pouvoir justement récupérer cette pluviométrie qu'on estime en moyenne sur le territoire national à 900 mm par an. Donc c'est important peut-être, sauf dans les PO, mais bon. Et puis l'automatisation, l'arrivée de systèmes de domotique et d'automatisation qui permettent de gérer très très finement en fait la qualité de l'eau. À savoir qu'une eau justement bien traitée, on va éviter des problèmes de verdissement, de pollution, et du coup éviter les lavages de filtres plus fréquents et bien sûr réduire la consommation d'eau. Donc ça, voilà, ce sont vraiment les équipements qui vont nous permettre d'optimiser la consommation sur nos bassins. Et puis ces équipements, si on les associe aux bons gestes en fait, on va en fait contribuer vraiment à réduire, comme vous l'a montré Joël sur le calculateur, à réduire vraiment la consommation d'eau. Dans ces bons gestes, quelque chose qui perdure un petit peu dans les esprits, que tout le monde a dans les esprits, la piscine ne se vide pas. Mais il faut qu'on le martèle, parce qu'en fait une piscine bien traitée, couverte, donc avec l'absence de pollution, on ne va plus la vider. On ne va pas la vider non plus pendant l'hivernage, chose qu'on faisait souvent. Donc il y avait deux grandes familles d'hivernage, on va dire l'hivernage actif, où la piscine continuait à fonctionner pendant l'hiver en filtrant très très peu, et ce qu'on appelait l'hivernage passif, c'est-à-dire qu'on arrête complètement l'équipement de la piscine. Et souvent l'hivernage passif, ça voulait dire aussi on vide la piscine sous un certain niveau, sous les skimmers, pour éviter qu'elle ne prenne en gel. Aujourd'hui, les professionnels de la piscine savent faire un hivernage passif sans vider l'eau de la piscine, c'est-à-dire en purgeant les canalisations à l'air, en mettant des bouchons, ce qui évite justement cette consommation d'eau qui était un petit peu inutile, dans la mesure où si l'eau est bien traitée, pas saturée, on peut aussi garder cette eau-là. La couverture, l'abri, on en a longuement parlé, donc je vais passer très très vite dessus. Je reviens quand même sur ce qu'a dit Joël. L'important, c'est d'avoir une couverture et un abri, mais c'est de fermer sa piscine quand on ne l'utilise pas. Alors effectivement, en fonction des variations de température, on va dire que plus la température extérieure est basse, et plus il va falloir fermer rapidement sa piscine et la laisser le moins longtemps ouverte, parce que c'est le même effet casserole. Plus l'eau est chaude et plus l'air est froid, plus vous avez d'évaporation. Donc en été, laisser sa piscine 5-6 heures ouverte, c'est pas bien grave. En hiver, c'est plus inquiétant dès qu'on chauffe un petit peu fort. Donc pensez à fermer la piscine, et puis il y a tout l'aspect sécuritaire qui de toute façon est important quand on ferme sa piscine. Maintenir, j'allais dire, on a les deux derniers points, limiter les lavages de filtres et maintenir une bonne qualité d'eau. J'ai envie de passer maintenir une bonne qualité d'eau avant limiter les lavages de filtres, parce que si l'eau est bien traitée, si elle est limpide, bien traitée, eh ben, vous aurez moins de lavage de filtres, et donc on va limiter cette consommation d'eau. Voilà, la fédération donc prépare une vaste campagne d'information qui sera en fait déployée en 2024. On va essayer de toucher le plus grand nombre et les sensibiliser justement aux bons gestes, tout ce qu'on vient d'évoquer tout à l'heure. Il faut savoir qu'on a déjà à disposition sur le site ProPiscine et auprès de nos adhérents des brochures qui mettent en avant des conseils simples d'utilisation et de la piscine et les bons gestes. Et donc 2024, ce sera voilà, une grande campagne qui sera développée sur la consommation d'eau. Merci Bruno.
Donc, je vais juste vous dire un petit mot sur un des engagements qu'on a pris, nous les professionnels de la piscine. On a créé une charte d'engagement pour l'économie d'eau. Alors, à ce jour, on a eu plus de 200 entreprises qui l'ont signé sur les 1500 adhérents que l'on a. Mais c'est vrai qu'on l'a fait en pleine saison. Et là, on est en train de travailler pour que tout le monde puisse la signer et tout le monde la signe. Alors, il n'y a rien de révolutionnaire dans cette charte. Juste, on dit ce qu'il faut faire. On veut qu'ils transmettent le message auprès du particulier, auprès de l'utilisateur de piscine, pour qu'ils aient les bons réflexes et les bons gestes. Et que eux, leurs salariés, en parlent systématiquement aux utilisateurs. C'est ce qu'on s'est engagé à faire, parce que le maire de Canet l'a dit tout à l'heure, avec une bonne campagne, on a économisé 30% de l'eau sur la ville de Canet, et nous, on reste persuadés qu'avec une bonne campagne, comme on va investir, monsieur le trésorier, j'espère qu'il va être généreux, une grosse campagne au niveau national auprès des utilisateurs de piscine, on va réduire énormément la consommation d'eau et surtout enlever de la tête du particulier des certaines choses qui sont fausses, style vider sa piscine, ne pas mettre de bâche. Donc ce sont des éléments simples mais qu'on ne relayait plus, parce que pour nous on pensait que c'était naturel, mais on s'aperçoit que c'est très très important. Donc je ne vais pas tous vous les citer parce qu'on les a pratiquement tous vus. Surtout, ce qu'on demande maintenant, c'est de proposer, et il l'a dit tout à l'heure Bruno, des systèmes de récupération d'eau de pluie et de trop-plein pour alimenter les bassins, là où il y a beaucoup d'eau. C'est bien de le proposer, on ne le faisait pas jusqu'à maintenant. De proposer des solutions de récupération et des eaux de stockage, des eaux de bassin quand on fait par exemple un changement de liner, un changement de filtration, au lieu de perdre l'eau, de la jeter, de la stocker dans des poches ou dans des piscines à côté et de remettre cette eau après dans la piscine. Pour de la rénovation, c'est très important. Donc on encourage nos professionnels, on leur apporte des solutions pour dire surtout, quand vous faites de la rénovation, dites à votre particulier, non, votre eau, vous allez la récupérer, on ne va pas la rejeter. Et ça, c'est très important, c'est des choses que, honnêtement, on se souciait peu, malheureusement. Donc, au moins, ça nous aura fait prendre conscience qu'il faut qu'on travaille différemment et qu'on fasse les choses différemment. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire sur la charte d'engagement, mais qui va être quelque chose de très important pour la fédération. Et comme l'a dit Joël tout à l'heure, la fédération, on est engagé sur la maîtrise de l'eau depuis des années. On le traite depuis plus de 5 ans chez nos professionnels. En 2006, on a créé une commission de développement durable. En 2012, dans notre label Pro-Piscine, vous savez, il y a 3 niveaux, qualifié, engagé, certifié. On a un volet spécial sur l'environnement et la gestion de l'eau. Et en 2023, donc, on a lancé cette charte d'engagement dédiée aux économies d'eau. Donc vous voyez, la fédération est active, la fédération se soucie des économies d'eau, mais on veut aller encore plus loin et on veut le démontrer. Je vais maintenant passer la parole à Florence Monpont. On va changer de sujet, on ne va plus parler d'économie d'eau, on ne va plus parler de restrictions, mais on va parler du beau salon qui est le salon Piscine Global Europe qui se tient tous les 2 ans à Lyon. Merci Florence. Merci Stéphane. En premier lieu, je tiens à remercier la Fédération de la piscine et son président en particulier pour nous avoir invités aujourd'hui à cette conférence de presse. Vous dire que c'est pas par hasard qu'un salon professionnel s'ancre sur un territoire. Il s'ancre parce que il y a un écosystème économique, politique, et on voit bien une dynamique de marché qui est forte. On a construit au fil des ans, en partenariat avec la fédération, c'est important de le rappeler, ce magnifique salon qui est aujourd'hui devenu un salon leader mondial et un rendez-vous incontournable. De façon un petit peu anticipée par rapport à vos agendas, on voulait déjà vous annoncer les dates de la prochaine édition, qui est donc un salon biennal, donc qui se tiendra en 2024 sur Lyon, avec un nouveau projet, ou en tous les cas une évolution de projet forte que l'on a travaillé avec la Fédération des professionnels de la piscine pour répondre, et vous l'aurez bien compris au vu des sujets qui viennent d'être couverts, aux nouveaux enjeux et aux réponses que doivent trouver les professionnels aujourd'hui quand ils viennent visiter un salon. Donc une image renouvelée avec, vous le voyez, l'eau forcément au cœur des sujets. C'est important d'en parler et d'accompagner du coup les actions qui sont conduites au fil des mois par les professionnels de la piscine. Je me permettrai juste, parce que je sais que votre temps est compté, de vous citer rapidement les 4 thématiques que l'on a décidé de couvrir à l'occasion de ce prochain événement. La première, et ça sera sans surprise parce que vous comprendrez bien que le salon se met en écho
des actions qui sont conduites par la fédération et par les réponses que doivent trouver les professionnels sur la manifestation. Donc un gros sujet autour du développement durable et j'espère, monsieur le maire, que nous aurons l'occasion de vous accueillir à l'occasion de cette prochaine édition de salon avec bien évidemment un axe autour des innovations qui seront présentées par les professionnels fabricants, des solutions qui seront apportées aux constructeurs de piscines qui viennent sur le salon et aux pisciniers. Ce qui va être important, c'est de travailler sur les différents éléments de la chaîne de valeur en passant par la production, la construction, la distribution, mais aussi la consommation. Le salon se doit d'être l'écho de toutes ces nouvelles solutions qui vont être proposées au marché, de massifier et d'amplifier du coup ce discours et d'accompagner la pédagogie qui est portée et mise en œuvre par la fédération de la piscine au fil des différents mois. Donc ça va être un axe de travail important. Le salon lui-même va du coup être plus ancré dans la durabilité. On a trouvé des solutions et après réflexion avec la fédération de la piscine notamment pour recycler l'eau des bassins qui seront du coup mis en eau pendant le salon. Ça c'est une grande première. Donc voilà, un certain nombre de sujets qui seront du coup présentés à l'occasion du salon. Le deuxième sujet, ça sera tout ce qui va concerner la gestion de l'eau. Important pour nous de faire ce focus. Il y a des solutions qui existent. Bien évidemment, les usages doivent aujourd'hui évoluer, on l'a vu, donc c'est important que l'on puisse aussi profiter du salon pour accompagner les professionnels en France et à l'étranger, puisqu'on est sur un salon international. Donc important du coup qu'il y ait une démarche globale qui se conduise sur ce sujet. Troisième sujet, la numérisation. Comment avec plus de pilotage, on va aussi être dans ces logiques d'optimisation. Et enfin, l'emploi, la formation, le recrutement pour le marché français spécifiquement, parce que on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais on sait que la question du recrutement des équipes et de la formation est au cœur des enjeux de l'activité du coup des entreprises de ce secteur. Donc je n'en dis pas plus aujourd'hui. Merci encore pour votre accueil. Je vous donne rendez-vous d'ores et déjà du 19 au 22 novembre 2024 à Lyon et nous aurons le temps d'ici là de vous repartager des éléments de contenu quand nous aurons travaillé de façon un petit peu plus approfondie autour des 4 grandes verticales que je viens de vous citer. En tous les cas, merci beaucoup et merci encore à la Fédération de la piscine pour nous avoir conviés aujourd'hui à cette conférence de presse et à votre disposition si besoin. Merci. Merci Florence. Bravo. Profitez. Donc, cette conférence de presse arrive à sa fin. Avant de répondre à l'ensemble de vos questions, moi, ce que je voudrais, en résumé, je dirais, on a quand même un marché qui reste très porteur et on est un secteur où on peut quand même se féliciter parce que je côtoie beaucoup de secteurs, je côtoie beaucoup de chefs d'entreprise et c'est pas aussi, je dirais pas que c'est facile, mais c'est pas aussi glorieux que ce que peut représenter le secteur de la piscine avec encore un plus 0,86% par rapport à notre année de référence qui était 2019 à part les années Covid. Je pense que c'est très bien. On voit que les Français, en plus, grâce au sondage qu'on a fait, au sondage CSA, ont des envies de piscine, veulent continuer à avoir des piscines dans leur jardin. Donc les deux sont importants pour nous. 4 possesseurs de terrain piscinables sur 10 souhaitent faire une piscine. Donc on a encore du travail devant nous. Donc c'est pour ça qu'on veut être encore plus vertueux, pour qu'on nous laisse remplir les piscines. Et même si, comme l'a dit monsieur le maire de Canet tout à l'heure, les autorités l'ont pas fait pour nous contraindre, l'ont pas fait pour aller contre le secteur de la piscine parce qu'on a beaucoup travaillé avec eux, mais on fait ça aussi pour nous alerter, nous dire faites attention, faites quelque chose et c'est pour ça qu'on a vite réagi et on a vite voulu montrer que le secteur de la piscine était mobilisé et que même si l'eau se voyait, au final on savait bien l'utiliser l'eau, on la perdait pas et on savait donner les bons enseignements aux utilisateurs pour utiliser peu d'eau. Donc ça, c'est important. 7 mètres cubes d'eau utilisée en moyenne pour une piscine familiale, c'est peu par rapport à tout ce que ça peut apporter, avec tous les bienfaits, comme l'a dit Joël, l'apprentissage de la natation, les bons moments en famille. Donc, continuons dans cette voie, nous les professionnels de la piscine, à transmettre la bonne parole. Il y a quelques années, on a parlé du secteur du chauffage, on a dit attention, on ne va pas avoir d'électricité, attention. Moi j'ai acheté des doudounes à la fédération, j'ai acheté des doudounes dans mon entreprise pour dire mettez des doudounes pour ne pas allumer le chauffage et au final tout s'est bien passé. Donc le mot de la fin, je dirais, on va faire pareil avec l'eau pour les piscines. Notre trésorier va nous débloquer un très gros budget et on va pouvoir communiquer au maximum auprès des utilisateurs de piscine pour bien utiliser leur piscine. Merci beaucoup.